Étrange cas du docteur Jekyll et Mr Hyde, chapitre qui s'intitule Récit du docteur Lanyon. Le 9 janvier, il y a maintenant 4 jours, je reçus par la distribution du soir une enveloppe recommandée, adressée de la main de mon collègue et ancien compagnon d'école, Henry Jekyll. J'en fus beaucoup surpris, car nous n'avions aucunement l'habitude de la correspondance. J'avais vu l'homme dîner avec lui, en vérité, la veille au soir, et je ne pouvais rien imaginer dans nos relations qui justifiât la formalité de la recommandation. Le contenu accrut mon étonnement, car voici comment était conçue cette lettre. 10 décembre 1800. Cher Lanyon, vous êtes l'un de mes plus vieux amis, et quoique nous puissions avoir différé parfois sur des questions scientifiques, il ne me souvient, du moins de mon côté, d'aucune brèche dans notre affection. Il n'y eut jamais le jour où, si vous m'aviez dit « Jekyll, ma vie, mon honneur, ma raison dépendent de vous », je n'eusse sacrifié ma fortune ou ma main gauche pour vous secourir. Lanyon, ma vie, mon honneur, ma raison sont tous à votre merci. Si vous me faites défaut ce soir, je suis perdu. Vous pourriez supposer, après cette préface, que je vais vous demander quelque chose de déshonorable à accorder. Jugez par vous-même. Je veux que vous me remettiez tout autre engagement pour ce soir. Oui, même si vous étiez mandé au chevet d'un empereur, prenez un fiacre, à moins que votre voiture ne soit effectivement devant la porte, et avec cette lettre en main, pour consultation, vous fassiez conduire directement chez moi. Paul, mon maître d'hôtel, à ses ordres. Vous le trouverez attendant votre arrivée avec un serrurier. La porte de mon cabinet doit être alors forcée, et vous devez entrer seul, ouvrir l'armoire vitrée lettre E, à main gauche, en brisant la serrure si elle est fermée, et retirer avec tout son contenu, tel quel, le 4e tiroir du haut, ou, ce qui revient au même, le 3e du bas. Dans mon extrême détresse d'esprit, j'ai une peur morbide de mal vous renseigner. Mais même si je fais erreur, vous pouvez reconnaître le bon tiroir à son contenu, des poudres, une fiole et un cahier. Ce tiroir, je vous supplie de le ramener avec vous à Cavendish Square, exactement tel quel. Voilà la première partie du service. Maintenant, à la seconde, vous devriez être entré, si vous partez aussitôt à la réception de ceci, longtemps avant minuit, mais je vous laisserai cette quantité de marge non seulement dans la crainte de l'un de ces obstacles que l'on ne peut ni prévenir ni prévoir, mais parce qu'une heure où vos domestiques sont couchés est à préférer pour ce qu'il restera alors à faire. À minuit donc, je dois vous demander d'être seul dans votre chambre de consultation, d'admettre de votre propre main dans la maison un homme qui se présentera en mon nom, et de placer entre ses mains le tiroir que vous aurez rapporté avec vous de mon cabinet. Alors vous aurez joué votre rôle et gagné complètement ma gratitude. 5 minutes après, si vous insistez pour une explication, vous aurez compris que ces dispositions sont d'une importance capitale, et que par la négligence de l'une d'elles, si fantastique qu'elles doivent paraître, vous auriez pu charger votre conscience de ma mort ou du naufrage de ma raison. Si confiant que je sois que vous ne vous jouerez pas de cet appel, mon cœur se serre et ma main tremble à la seule pensée d'une telle possibilité. Pensez à moi à cette heure, dans un lieu étrange, peinant, sous la noirceur d'une détresse qu'aucune imagination ne peut exagérer, et cependant bien conscient que, si vous ne voulez que me servir ponctuellement, mes ennuis s'éloigneront comme une histoire contée. Servez-moi, mon cher Lanyon, et sauvez votre ami. H.J. P.S. J'avais déjà cacheté ceci quand une nouvelle terreur heurta mon âme. Il est possible que la poste me fasse faux bond et que cette lettre ne vous vienne pas entre les mains avant demain matin. Dans ce cas, cher Lanyon, faites ma commission quand cela vous sera le plus commode dans le courant de la journée. Et une fois de plus, attendez mon messager à minuit. Il pourrait alors être déjà trop tard, et si cette nuit se passe sans événement, vous saurez que vous aurez fini de voir Henry Jekyll. À la lecture de cette lettre, je me crus sûr que mon collègue était insensé. Mais avant que cela ne fût prouvé, au-delà de la possibilité du doute, je me sentais tenu de faire comme il demandait. Moins je comprenais ce farrago, moins j'étais à même d'en juger l'importance, et un appel ainsi formulé ne pouvait être écarté sans une grave responsabilité. Je me levai par conséquence de table, montai dans un cab, et me fis conduire droit chez Jekyll. Le maître d'hôtel attendait mon arrivée. Il avait reçu par la même poste que la mienne une lettre d'instruction recommandée, et envoyé chercher aussitôt un serrurier et menuisier. Les artisans arrivèrent tandis que nous causions encore, et nous nous transportâmes encore vers l'ancien amphithéâtre du docteur Denham, par lequel, comme vous ne l'ignorez sans doute pas, on entre le plus commodément dans le cabinet privé de Jekyll.
La porte était très solide, la serrure excellente. Le menuisier reconnut qu'il aurait grande peine et aurait à faire beaucoup de dommages, si la force devait être employée. Et le serrurier était près du désespoir, mais ce dernier était un bonhomme habile, et après 2 heures de travail, la porte se trouva ouverte. L'armoire marquée E n'était pas fermée à clé, et je pris le tiroir, le fis remplir de paille et lié dans un drap, et retournai avec à Cavendish Square. Ici, je me mis en devoir d'en examiner le contenu. La poudre était préparée assez proprement, mais non avec la minutie du pharmacien diplômé, si bien qu'il était de toute évidence qu'elles étaient de confection personnelle de Jekyll. Et quand j'ouvris un des emballages, je trouvai ce qui me semblait être un sel simple. Cristallin de couleur blanche, la fiole vers laquelle je tournai ensuite mon attention pouvait être demi-pleine, environ d'une liqueur rouge sang, et qui était fortement piquante au sens de l'odorat, et me sembla contenir du phosphore et quelque éther volatile. Sur les autres ingrédients, je ne pus faire aucune conjecture. Le cahier était un cahier de version ordinaire, et ne contenait guère qu'une série de dates. Celle-ci couvrait une période de maintes années. Mais j'observai que les entrées cessaient, il y avait près d'1 an, et tout à fait brusquement, ici et là, une brève remarque était annexée à une date, d'habitude, pas plus qu'un simple mot double, revenant peut-être 6 fois sur un total de plusieurs centaines d'entrées, et une fois très tôt dans la liste, et suivi par plusieurs points d'exclamation, échec total. Tout ceci, bien qu'aiguisant ma curiosité, ne me disait pas grand-chose de précis. Il y avait ici une fiole de quelques teintures, un papier de quelques sels, et l'enregistrement d'une série d'expériences qui n'avaient mené, comme trop d'investigations de Jekyll, à aucun fin d'utilité pratique. Comment la présence de ces articles dans ma maison pouvait-elle affecter soit l'honneur, la santé mentale ou la vie de mon volage collègue? Si son messager pouvait se rendre en un lieu, pourquoi ne pouvait-il se rendre en un autre? Et même en accordant quelques empêchements, pourquoi ce monsieur devait-il être reçu par moi en secret? Plus je réfléchissais, plus je devenais convaincu que j'étais aux prises avec un cas de maladie cérébrale. Et bien que je chassasse mes domestiques au lit, je chargeai un vieux revolver pour pouvoir me trouver dans quelque posture de défense. Minuit avait à peine résonné sur Londres que le heurtoir retentit très doucement contre la porte. Je répondis moi-même à l'appel et trouvai un petit homme tapi contre les piliers du porche. « Venez-vous de la part du docteur Jekyll » demandai-je. Il me dit oui, d'un geste contraint, et quand je l'eus prié d'entrer, il ne m'obéit pas sans un regard pénétrant en arrière dans les ténèbres de la place. Il avait un agent de police non loin, avançant avec son œil de bœuf ouvert, et à ce spectacle, je crus que mon visiteur sursautait et se hâtait davantage. Ces détails me frappèrent, je l'avoue, désagréablement, et comme je le suivais dans la lumière vive de la chambre de consultation, je gardai ma main prête sur mon arme. Ici, enfin, j'avais une chance de le voir clairement. Je n'avais jamais posé les yeux sur lui, c'était autant de... Certain, il était petit, comme j'ai dit. Je fus frappé en outre par l'expression choquante de son visage, par sa remarquable combinaison de grande activité musculaire et grande débilité apparente de constitution, et, enfin, et surtout, par le trouble bizarre, subjectif causé par son voisinage. Celui-ci offrait quelque ressemblance avec le rigor naissant et s'accompagnait d'un abaissement marqué du pouls. Sur le moment, je l'attribuais à quelque dégoût personnel, idiosynkrasique, et m'étonnais simplement de l'acuité des symptômes. Mais j'ai depuis eu raison de croire que la cause gît plus profondément dans la nature humaine et repose sur quelque charnière plus noble que le principe de la haine. Cette personne, qui avait ainsi, dès le premier moment de son entrée, provoqué chez moi ce que je ne puis décrire que comme une curiosité dégoûtée, était habillée d'une façon qui aurait rendu risible une personne ordinaire. Ses vêtements, c'est-à-dire quoiqu'ils fussent d'un riche et sobre tissu, étaient énormément trop grands pour elle. Dans toutes les mesures, le pantalon pendant sur les jambes et enroulé pour le garder du sol, la taille de sa veste au-dessous de ses hanches et le col s'étalant largement sur ses épaules, étrange à relater, cet accoutrement burlesque était loin de m'inciter à rire, plutôt comme il y avait quelque chose d'anormal et d'avorté dans l'essence même de la créature qui me faisait face maintenant, quelque chose de saisissant, surprenant et révoltant. Cette nouvelle disparité ne semblait que s'accorder avec et la renforcer, si bien qu'à mon intérêt pour la nature et le caractère de cet homme s'ajouta une curiosité quant à son origine, sa vie, sa fortune et son état dans le monde. Ces observations, bien qu'ayant pris une si grande place pour être
consignés furent cependant le travail de quelques secondes. Mon visiteur était en vérité enflammé d'une sombre excitation. « L'avez-vous » s'écria-t-il. « L'avez-vous » Et si vive était son impatience qu'il posa même sa main sur mon bras et chercha à me secouer. Je le repoussai, conscient à son toucher d'un certain glacial serrement le long de mon sang. « Allons, monsieur, dis-je, vous m'oubliez que je n'ai pas encore le plaisir de vous connaître. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Et je lui montra l'exemple et m'assis moi-même sur mon siège coutumier et avec une aussi belle imitation de ma manière ordinaire envers un patient que l'heure avancée. La nature de mes préoccupations et l'horreur que j'avais de mon visiteur me laissaient l'assembler. « Je vous demande pardon, docteur Lanyon, répondit-il assez civilement. Ce que vous dites est très bien fondé, et mon impatience a montré les talons à ma politesse. Je viens ici sur l'instance de votre collègue, le docteur Henry Jekyll, pour une affaire de quelques conséquences, et j'ai compris. » Il s'arrêta et mit la main à sa gorge, et je pus voir, en dépit de sa manière recueillie, qu'il luttait contre les approches de l'hystérie. J'ai compris, un tiroir. Mais ici, je pris pitié de l'attente de mon visiteur, et un peu peut-être de ma propre curiosité grandissante. « Le voici, monsieur, dis-je, en indiquant le tiroir qui gisait sur le plancher derrière une table, et toujours recouvert du drap. » Il s'élança vers lui et puis s'arrêta et posa la main sur son cœur. Je pus entendre ses dents râper sous l'action convulsive de ses mâchoires, et son visage était si affreux à voir que je m'alarmais à la fois pour sa vie et sa raison. « Remettez-vous, dis-je. » Il tourna un épouvantable sourire vers moi, et comme avec la décision du désespoir, arracha le drap. À la vue du contenu, il proféra un gros sanglot, d'un si immense soulagement que je restai pétrifié, et l'instant d'après, d'une voix qui était déjà assez bien sous son empire, « Avez-vous un verre gradué » demanda-t-il. Je me levai de ma place avec un peu d'effort, et lui donna ce qu'il demandait. Il me remercia d'une inclinaison souriante, mesura quelques minimes de la teinture rouge et ajouta une des poudres. Le mélange, qui était d'abord d'une teinte rougeâtre, commença, en proportion que les cristaux fondaient, à s'aviver en couleur, à entrer sensiblement en effervescence et à jeter de petites fumées de vapeur. Soudain, et au même moment, l'ébullition cessa et le composé se changea en un pourpre foncé qui se refana plus lentement en vert aqueux. Mon visiteur, qui avait guetté ces métamorphoses d'un œil perçant, posa le verre sur la table et puis se retourna et me considéra d'un air scrutateur. « Et maintenant, dit-il, réglons ce qui reste. Serez-vous sage, serez-vous guidé, me laisserez-vous prendre ce verre dans ma main et sortir de votre maison, sans autre pour parler? Ou l'avidité de la curiosité a-t-elle trop de commandement sur vous? Réfléchissez avant de répondre, car il sera fait comme vous déciderez. Comme vous déciderez, vous serez laissé tel que vous étiez avant, et ni plus riche ni plus sage, à moins que le sentiment de service rendu à un homme en mortelle détresse puisse se compter comme une espèce de richesse de l'âme. Ou, si vous préférez le choisir ainsi, un nouveau domaine de la connaissance et de nouvelles avenues vers la renommée et le pouvoir se trouveront ouvertes à vous. Ici, dans cette pièce, à l'instant, et votre vue sera soufflée par un prodige à renverser la croyance de Satan. Monsieur, dis-je, en affectant un sang-froid que j'étais loin de posséder vraiment, vous parlez énigme, et vous ne serez peut-être pas surpris que je vous entende sans une très forte impression de conviction. Mais je suis allé trop loin dans la voie des services inexplicables pour m'arrêter avant d'en voir le bout. C'est bien, répondit mon visiteur. Lanyon, vous vous rappelez vos vœux, ce qui suit est sous le sceau de notre profession. Et maintenant, vous, qui vous êtes borné si longtemps aux vues les plus étroites et matérielles, vous qui avez nié la vertu de la médecine transcendantale, vous qui avez bafoué vos supérieurs, voyez. Il mit le verre à ses lèvres et le but d'un trait. Un cri s'ensuivit. Il tituba, chancela, s'accrocha à la table et se retint, fixant des yeux injectés, allaitant la bouche ouverte, et comme je regardais, il se fit, je crus, un changement. Il sembla enfler, son visage devint subitement noir, et les traits semblèrent fondre et s'altérer, et le moment d'après, j'avais jailli sur mes pieds et sauté contre le mur, le bras levé pour me garantir de ce prodige, l'esprit submergé de terreur. « Ô Dieu !» hurlai-je. Et « Ô Dieu !» encore et encore, car là, devant mes yeux, pâle et tremblant, et à demi défaillant,
et tâtonnant devant lui avec ses mains, comme à un homme restauré de la mort, là se tenait Henry Jekyll. Ce qu'il me dit dans l'heure qui suivit, je ne puis résoudre mon esprit à le mettre sur papier. Je vis ce que je vis, j'entendis ce que j'entendis, et mon âme en fut malade, et cependant, maintenant que ce spectacle s'est effacé de mes yeux, je me demande si j'y crois. Et je ne puis répondre, ma vie est ébranlée dans ses racines, le sommeil m'a quitté, la plus mortelle terreur siège près de moi à toute heure du jour et de la nuit. Je sens que mes jours sont comptés et que je dois mourir, et cependant je mourrai incrédule quant à la turpitude morale que me dévoila cet homme. Même avec des larmes de pénitence, je ne puis, même en souvenir, m'y appesantir sans un sursaut d'horreur. Je ne dirai qu'une chose, une personne, et ce sera, si vous pouvez résoudre votre esprit à y ajouter foi, plus qu'assez. La créature qui se faufila dans ma maison cette nuit-là était, de l'aveu même de Jekyll, connu sous le nom de Hyde, et traqué dans tous les coins du pays comme l'assassin de Carève. Astide Lanyon. Fin du chapitre.